La COP21, c'était effectivement la conférence climatique qui aura eu le plus grand écho politique et médiatique. C'était le point d'aboutissement de 5 années de négociations intenses entre 196 parties. Et elle a effectivement débouché sur un succès franc qui était l'adoption de l'accord de Paris, qui est le premier accord universel et contraignant sur la question du réchauffement climatique. Mais effectivement, une fois qu'on a célébré cette réussite, il reste peut-être la partie du travail qui est la plus difficile à faire, qui est de faire vivre l'accord de Paris. Et effectivement, ce qu'on peut craindre, c'est qu'après la célébration de décembre, il y ait un relâchement des efforts. Or, ce que l'on observe depuis le début de l'année 2016, c'est plutôt un certain nombre de signes très encourageants. Tout d'abord, il n'y a aucun rétropédalage. Tous les pays qui ont présenté des cibles en 2015 ne sont pas revenus sur leurs cibles, mais les acceptent. Ensuite, il faut insister sur le fait que la question du réchauffement climatique est de mieux en mieux intégrée au débat public. On pense notamment aux grands projets d'infrastructure qui sont aujourd'hui questionnés sur leur cohérence avec la COP21 et son esprit. Et enfin, il faut relever les efforts des différents pays pour ratifier l'accord de Paris au plus vite. Pour mémoire, il avait fallu 7 ans pour que les seuils de ratification soient franchis pour le protocole de Kyoto, alors que pour l'accord de Paris, a priori, une seule année suffira. Donc un certain nombre d'éléments positifs, mais la vigilance, elle reste toujours de mise pour au moins 2 raisons. Tout d'abord, les campagnes électorales aux États-Unis et ailleurs, qui nous rappellent que la cause climatique, elle n'est toujours pas unanimement partagée, et donc que les politiques climatiques pourraient être mises en cause. Et ensuite, le fait que le débat sur préservation du climat versus développement économique, il n'est pas totalement clos. Pour ne prendre qu'un seul exemple, l'Inde a affiché certes des objectifs très ambitieux dans le domaine solaire, mais dans le même temps, l'Inde a expliqué qu'elle ne renoncerait pas au développement du charbon parce que ses besoins énergétiques étaient en croissance. Donc finalement, ce qu'on observe sur l'année 2016, c'est que la mobilisation, elle est toujours là, elle est présente, la détermination est intacte, mais les débats d'hier, ils persistent, et donc les politiques climatiques, elles n'ont pas soudainement changé d'échelle après décembre 2015. Un des paris de la COP21, c'était de créer un choc de confiance pour les investissements bas carbone. C'était finalement de donner la plus grande visibilité possible sur les politiques qui allaient être mises en œuvre pour qu'ensuite les forces économiques standards prennent le relais et portent d'elles-mêmes la transition. Aujourd'hui, on observe un certain nombre de développements qui sont effectivement très positifs. Par exemple, si on s'intéresse au milieu de la finance, on voit qu'il y a une attention particulière à la notion de risque carbone, cette possibilité que certaines activités avec une forte empreinte carbone aient une rentabilité amoindrie lorsque les politiques climatiques auront pleinement pris effet. On voit aussi, toujours dans le domaine de la finance, qu'il y a un engouement très fort pour le marché des obligations vertes, avec par exemple un record battu en 2015 avec près de 42 milliards de dollars de titres émis. Donc ça montre que le monde de la finance se questionne. En parallèle, on voit que le secteur de l'énergie est lui en pleine mutation. Les entreprises pétrolières et gazières commencent à diversifier leurs activités. C'est bien le signe qu'elles voient une opportunité économique dans la transition bas carbone, donc en dehors de leurs activités plus traditionnelles d'exploitation pétrolière et gazière. Et puis évidemment, on voit des progrès technologiques très importants. Le fait que les panneaux solaires aient vu leur coût baisser de près de 80% en 6 ans, mais aussi toutes les perspectives qu'on observe sur le stockage de l'électricité ou encore sur l'application du big data qui pourrait permettre de mieux contrôler les consommations. Donc très clairement, les perspectives, elles sont très bonnes, mais ce sont des perspectives à long terme. Et la difficulté pour les investisseurs, c'est qu'ils n'ont pas de visibilité parfaite sur le rythme de la transition. C'est encore largement inconnu, ce qui explique que tout le monde place ses pions, se prépare à évoluer, mais qu'aujourd'hui, il n'y ait pas de basculement complet vers une économie sobre en carbone. La COP22, ce sera le premier test de crédibilité pour les engagements qui ont été présentés en 2015. L'accord de Paris, c'est un ensemble cohérent de procédures, mais maintenant, plus on tarde à mettre en œuvre cet accord de Paris, plus on risque de compromettre nos chances de rester en dessous des 2 degrés ou 1,5 degrés, qui sont des cibles particulièrement ambitieuses.
Donc avant tout, la COP21, son premier enjeu, ça va être de maintenir la pression, voire même de renouveler cette pression pour exiger une accélération des efforts dans différents cadres. Évidemment dans le cadre de l'ONU, que les règles de l'accord de Paris soient traduites en procédures plus opérationnelles, mais toujours aussi ambitieuses, et puis que de nouveaux chantiers soient lancés dans l'ONU, au sein de groupes de pays plus restreints et aussi au sein de la société civile. Donc c'est le premier point. Ensuite, il faut évidemment avancer sur la question très sensible de la finance climat, parce que même si les technologies bas carbone commencent à être plus abordables, on sait que les pays en développement ont toujours besoin d'une assistance financière pour que systématiquement elles suppriment les options carbonées de leur schéma de développement. Et enfin, il faut aussi penser ces COP comme des points d'étape, des moments d'échange, parce que ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que la transition bas carbone, elle a tendance à se globaliser, mais elle reste un processus très complexe. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est une multiplication des initiatives, sans qu'aucun pays ne dispose finalement d'une solution clé en main. Donc il y a matière à échanger, à partager les expériences, pour que les technologies et les bonnes pratiques se diffusent le plus rapidement possible, et aussi pour avoir une meilleure cohérence entre les différents dispositifs qui sont mis en place. Donc si la COP22 apporte des éléments de réponse sur ces 3 chantiers, alors ce qu'elle parviendra à faire, c'est à limiter les hésitations et donc finalement à conforter l'élan qui est né lors de la conférence de Paris.